la raison pour laquelle on a programmé ce film, et notamment en lien avec le cours que je donne sur le cinéma politique ce semestre. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ce film est évidemment politique. Il est évidemment politique par le regard qu'il porte sur la Russie contemporaine, aussi sur l'histoire de la Russie et la manière dont la ville a été construite au milieu du XXe siècle. Et puis un regard aussi évidemment politique sur des questions plus d'environnement ou de rapport au Nord, qui sont aussi des questions qui sont actuelles au Québec. Mais il me semble qu'il y a au moins une autre raison pour laquelle c'est politique, c'est aussi la manière dont le film a été tourné. Et donc c'est peut-être plus là-dessus, moi, que j'aimerais t'entendre parler, parce que quand on a eu l'occasion d'en discuter, tu me disais, ce film-là, ça a été vraiment un documentaire d'exploration. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont l'équipe du film s'est constituée, combien vous étiez à peu près, et les autorisations aussi pour arriver jusqu'à Norilsk, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est ça, le générique du film trahit un peu, tu sais, il est disproportionnel par rapport à l'équipe qu'on était, parce que dans le fond, on était juste 4. On était François, le réalisateur, moi à la caméra, et on avait une Hélène à la prise de son et Natalia qui était notre interprète russe, assistante à la réalisation, qui faisait un peu tout. C'était elle le contact russe finalement. Donc on était juste 4. Puis au départ, on est parti avec une bourse toute simple de 20 000 $ du Conseil des arts du Canada pour... On avait eu cet argent-là pour développer un film sur Norilsk. Puis sur papier, c'est ça, ils nous ont accordé ça sur papier, mais après ça, il fallait y aller. Donc, c'est ça, fait qu'on a vraiment, ça a vraiment été un peu fait petit, à l'arrache. Puis au début, c'était pas du tout un film industriel. L'argent est venu après, et par étapes et tout ça. Ça a comme pris 2 ans et demi à finir le film et à le financer aussi. Mais au début, le premier truc, c'était vraiment juste nous 4. Et pour combien de temps là-bas? On est allé, la première fois, on est allé 1 mois et demi. On est allé 6 semaines. Puis ça, c'était vraiment le premier tournage qui était le plus, le plus risqué et le plus exploratoire. Et c'est là qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, parce qu'on n'avait jamais été à Norilsk, personne. Évidemment, c'est une ville qui est fermée aux étrangers. C'est pas... de plus en plus, c'est de plus en plus ouvert à l'Occident, mais il faut quand même avoir des permissions, des invitations. Faut que, la base, c'était qu'il fallait que quelqu'un de là-bas nous invite officiellement et fasse les démarches, puis nous invite à aller là-bas. Donc, au début, on ne connaissait personne. On a commencé à contacter des gens par Facebook. On a trouvé un photoclub amateur avec des gens qui travaillent dans les mines, qui, la fin de semaine puis le soir, font des photos. Puis on leur a écrit sur notre projet qu'on voulait aller à Norilsk. Puis finalement, c'est vraiment eux qui nous ont facilité la tâche. Ça a pris à peu près 8-9 mois à avoir les permissions. Puis jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr qu'on allait les avoir. Donc, ça a vraiment été ça. Puis, quand on est parti, finalement, on s'est dit, faut qu'on fasse le maximum, il faut qu'on tourne tout, parce que c'est pas sûr qu'on va revenir. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien qui nous indiquait qu'elle allait nous redonner des permissions encore pour y retourner. Donc, on a vraiment, le premier voyage, c'est là que... Vous tourniez tous les jours, presque. Oui, exactement, c'est ça. C'est tous les jours, on tournait, on savait pas vraiment ce qu'on tournait. On se promenait avec les gens nous amenaient d'une chose à l'autre, on tournait des choses, puis c'était vraiment... on était toujours en tournage, on partait toujours avec la caméra, on faisait... C'était très, très rare qu'on allait faire des rencontres juste exploratoires, qu'on filmait pas, on filmait dès le départ, donc... c'était vraiment ça le projet au début. Et sur place, vous avez demandé des autorisations ou comment ça s'est passé? On a commencé... au début, on n'était pas sûr si on allait se faire effectivement aimer ou pas aimer, ou si on allait se faire éjecter de la ville, ou si on allait être des faiseurs de troubles et tout ça. Mais
en bout de ligne, ça n'a pas été si mal que ça. La seule chose, c'est que quand on arrivait dans des trucs plus officiels, comme la compagnie, quand il fallait... nous, on voulait absolument aller visiter une mine. C'était très important parce que c'est une ville minière, c'est un complexe d'environ 13 mines autour de cette ville-là. Je veux dire, c'est l'activité. Fait que même si on voulait faire un film axé sur les personnages et la vision des gens, on ne pouvait quand même pas aller à Norilsk sans aller dans une mine. Donc, ça a été compliqué. Puis on les a travaillés, on les appelait tout le temps, on leur envoyait des lettres officielles, puis là, il fallait que ça parte. Puis c'était vraiment compliqué. Puis ils ne nous ont pas contactés jusqu'à l'avant-veille de notre départ, où ils nous ont invités finalement à aller dans la mine, la séquence que vous voyez au début du film, quand on est descendu. Je pense c'est 1,8 km, je pense, dans le sol. Donc, c'est ça, c'était quand même assez... intense. Oui, intense. Mais c'est ça, c'était juste. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, ils nous ont montré, après ça, les gens avec qui on a parlé nous ont montré la mine la plus moderne, avec les installations les plus modernes. Et évidemment, c'est ce qu'ils font refléter aux gens qui font visiter. Puis c'est ça, mais tout le long, tu sais, quand il y a aussi le spectacle et tout ça, à chaque fois qu'on était en contact avec des trucs un peu corporatifs, les gens là-bas voulaient les gens de la compagnie étaient toujours comme, ouais, pourquoi vous filmez avec lui? Pourquoi vous venez pas vous présenter? Nous, on a des gens super que vous pourriez filmer, tout ça. Donc, ils essayaient un peu de nous amener sur leur chemin, mais sans trop. Ils nous ont quand même laissé vivre parce qu'on avait quand même l'air d'une gang bizarre. On avait quand même l'air de 4 perdus, je veux dire, au milieu de l'Arctique, qui était, je veux dire, on n'était pas très dangereux. Vous êtes passé en dessous des radars. Oui, c'est ça. On n'a pas eu l'air d'espions internationaux, même si on avait un peu peur de ça au départ. Puis tu disais que vous aviez une traductrice, c'est ça? Oui. Mais que finalement, toi, tu ne comprenais pas le russe. Et donc, Non, moi, je ne comprenais pas le russe. Moi, je suis d'origine serbe. Fait que j'ai comme des similarités. Je comprends, j'ai un peu les sonorités. C'est un peu comme la différence entre le français et l'espagnol. Donc, les sonorités sont là, mais je ne comprends pas le russe. On ne parlait pas personne russe, fait que c'était vraiment elle qui nous aidait, mais c'était pas une fille de la ville. C'était une fille qui aujourd'hui vit en Belgique, puis elle a des parents russes, elle a vécu en Russie, donc c'était quelqu'un qu'on connaissait quand même, puis qu'on voulait amener. On ne voulait pas se trouver quelqu'un là-bas. C'était vraiment la seule chose qu'on se disait, il faut qu'on amène quelqu'un qui parle russe puis qui est comme de notre bord, si on veut, là, parce que là-bas, pour vrai, on connaissait. On n'avait même pas parlé au téléphone à personne. C'était vraiment juste des trucs d'Internet. Et donc, c'était difficile quand même à certains moments de filmer notamment les séquences d'entretien sans comprendre la Oui, exactement. langue. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était un défi parce que d'habitude, quand on ne se rend pas compte qu'en documentaire, on tourne, mais quand on filme, on écoute beaucoup plus que finalement, on est toujours attention à qu'est-ce qui se passe, qui est en train de dire quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qu'il faut filmer par rapport à ce qui est en train de se raconter, alors que là, c'était vraiment impossible parce qu'elle était là cachée en arrière, puis elle prenait des notes, elle résumait des fois un mot, lui a dit ça d'intéressant, mais c'était pas des traductions complexes, là, donc c'était vraiment difficile de savoir où porter l'attention, quoi filmer qui était important, ça a été... Et ça, c'était surtout sur le premier tournage, c'est ça? Parce que, donc, il y a eu un deuxième tournage? C'est ça, on est retourné l'année d'après. Puis c'est ça, l'année d'après, en fait, c'est quand on est arrivé ici, on a fait un premier montage du film. On a tout fait traduire par une armée d'interprètes russes. Je dis une armée, mais c'est pas vrai. On a trouvé 4-5 personnes à Montréal qui parlaient russe parce qu'on avait tellement de matériel. Fait que là, on a comme donné à la pige à plusieurs personnes à traduire l'ensemble des images. Puis là, on avait monté un premier film qui faisait... Ça faisait, je dirais, peut-être 1h10. Fait que c'était pas assez pour faire un long métrage. Mais il y avait quand même la majorité, toutes les trames étaient là, tous les personnages étaient là. Fait que quand on est retourné la deuxième fois, c'était vraiment plus précis. On savait vraiment qu'est-ce qui manquait, dans quel lieu qu'on voulait tourner avec quel personnage, qu'est-ce qu'il avait peut-être dit dans une séquence, mais qu'on l'a pas gardé au montage, puis que là, on voulait qu'il, fait que c'était vraiment plus, puis refaire du visuel qui nous manquait. Fait que le deuxième tournage a été beaucoup plus facile côté production.
Alors, ouais, dirigé. Ben, oui, c'était plus un peu documentaire standard, c'est-à-dire on sait ce qu'on c'était encore. Bon, c'était encore, on était 4, puis on faisait encore un peu. Il n'y avait pas d'horaire de tournage vraiment, mais c'était plus organisé, si on veut. Ah ben, j'aurais d'autres questions sur les conditions de tournage un peu extrêmes, justement, mais peut-être qu'on peut ouvrir quand même la discussion au public avant d'aller plus loin. Si vous avez... Oui, justement, au niveau des tournages, vu qu'il a l'air de faire genre moins 40 comme tout le temps, c'était compliqué justement d'arriver à avoir des plans, parce qu'il y a beaucoup de plans extérieurs. Puis c'était au niveau de ce que vous aviez comme équipement, etc. Est-ce que c'était vraiment plus compliqué qu'autre chose? Ben, oui, ça dépend. Des fois, ça a été difficile. Oui, il y a eu plusieurs types de il y a eu plusieurs types de températures. Il y a quand même eu des bouts qu'il faisait un peu comme ici en hiver, en janvier. Fait que c'est comme, je veux dire, on n'a pas, on pensait vraiment être beaucoup plus choqués que ça, par la température. La première année qu'on est allé, c'était pas si pire que ça. C'était comme il faisait des moins 15, moins 20, ça s'endurait. C'est la deuxième année là, qu'on a tapé comme un 10 jours de moins 40, là, comme que personne sortait, puis on pouvait pas filmer à ce moment-là. Il n'y avait rien à faire. Mais sinon, oui, on avait comme un petit polar kit pour la caméra qui était comme... on la ramassait dans des guenilles. Après ça, quand on rentrait, on la tempérait, on tempérait. On essayait de la mettre comme dans un corridor où il ne fait pas trop chaud, puis la rentrer tranquillement dedans pour pas que ça gèle tout. L'écran LCD, je l'ai souvent quand même. De la caméra, donc c'était difficile de voir. Fait qu'il y a quand même, surtout dans des affaires extrêmes, là, comme c'est ça à la fin, là, la séquence du monde qui part au vent puis les sacs de plastique, c'était beaucoup des affaires tournées à l'aveugle. Là. Ben, je ne dis pas à l'aveugle, mais moi, je savais à peu près la lentille puis le focus. Je savais à peu près c'était quoi que ça allait donner avec telle valeur de plan, puis je visais là. Puis, mais je ne voyais pas vraiment concrètement ou très mal ce qu'on faisait. Là, la séquence d'ouverture aussi, je pense. Oui, bien quand ça, c'est quand le gars les gars, ils rentrent dans le sable. Oui, c'est vrai, ça, je t'ai raconté ça. Ça, on était allé dans un... on est allé, parce qu'à Norilsk, il y a une ville à côté qui est à 80 km, qui est Doudinka. Et le port dans le fond, il y a un gros port à Doudinka parce que ça rejoint le détroit arctique, là, pardonnez-moi le nom, mais c'est par là que l'été, ils sortent tout le minerai, puis il est acheminé de Norilsk jusqu'à Doudinka en train. Puis nous, on est allé à Doudinka un jour, puis en revenant de là, il y a comme eu ce qu'ils appellent genre l'espèce de Chorny Purga. Ça, c'est comme la tempête noire, là. C'est où tu vois rien. Puis ça nous a pris à peu près, je pense, 4h30 faire le 80 km quand on est revenu, parce tu voyais rien. On ne savait même pas comment que le chauffeur faisait pour voir le chemin. On voyait rien. Tu sais, t'es dans la toundra, tu fais juste rouler dans la toundra de nuit. Il y a des phares, c'est de la neige partout. Le gars, tu ne sais pas comment il fait pour savoir il est où le chemin. Puis c'est là que les gars qui nous ont dépassés, c'était comme clair qu'ils allaient comme atterrir dans un banc de neige parce que tu vois rien. Fait que, ouais, il y a eu des situations comme ça vraiment impressionnantes. Là. Je pense qu'on les sent bien dans le film. Là. Mais François Jacob aussi, à un moment, il a failli se faire percuter. Oui, ben, il s'est fait percuter en allant filmer un camion ou un autobus. Je pense pas qu'il est dans le film, cet autobus-là, mais en filmant les grosses machineries, là, tout ça dans la neige, dans la tempête. Là, il était toujours focusé sur quand il y a de la tempête, on filme la tempête. Puis là, c'est ça. À un moment donné, il y a comme un char qui a comme rentré dedans. Là, oui, c'est ça. Il y a eu un séjour à l'hôpital russe et tout ça. Mais comme on n'a pas le temps, on ne peut pas élaborer sur le sujet des services hospitaliers russes, mais qui sont très bons d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Okay. Mais un peu années 90 quand même. C'est un peu figé dans le temps. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres... oui. Moi, je me demandais, j'ai cru comprendre que dans la première partie, comme vous êtes allé un peu à l'aveugle, vous avez filmé ce qui se montrait à vous. Mais après, quand vous êtes retourné, vous avez appelé les gens des personnages, puis je me demandais, c'est quoi la place comme du réel, puis de ce que vous aviez déjà prédéterminé, filmé, comme est-ce que
il y avait certains dialogues que vous avez... Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez mis en scène ou est-ce que c'est vraiment juste comme comment les choses se sont présentées alors que vous y étiez? Il y a un mélange des deux. Je veux dire, dans le sens, il n'y a pas vraiment de mise en scène, parce que oui, on les a appelés les personnages, mais c'était vraiment leur vie. La mise en scène réside à les mettre dans des, à les mettre dans des lieux parfois. C'est comme quand ils ne sont pas chez eux, ben on leur donnait c'est comme on leur donnait rendez-vous à des places, puis on leur disait, bon, ben là, je veux dire, comme quand ils sont pognés avec la motoneige, je veux dire, tout ça. Mais ça, ils étaient vraiment pognés avec la motoneige, mais on s'en allait filmer une séquence de eux qui sortent la motoneige du garage, je veux dire, fait que c'était pas, il n'y avait pas grand-chose d'arrangé parce que c'était leur vie, puis les dialogues, c'est comme on ne comprenait pas le russe, c'était vraiment eux autres qui disaient, qui parlaient, mais oui, dès le départ, il y avait une espèce de pas un storyboard, mais oui, il y avait une histoire au départ qu'on voulait avoir un mineur, un travailleur de la mine. On voulait avoir quelqu'un, le gars qui est finalement le photographe, on voulait avoir quelqu'un qui a un regard un peu plus extérieur sur la ville et la politique. Après ça, bon, la madame du théâtre, ça aussi, c'était comme quelque chose qu'on voulait avoir des gens du théâtre ou du secteur culturel pour montrer qu'il y avait une vraie vie là. Les adolescents, ça, c'était déjà... oui, les adolescents, il fallait... Ça aussi, c'était déjà tout présent. Mais comme par exemple, les adolescents, à un moment donné, ça faisait, je pense, 2 ou 3 semaines qu'on tournait dans le premier tournage. Puis, je veux dire, on n'avait pas d'ados, on tournait avec le gros mineur, puis on tournait avec d'autres mondes, puis des gens qui sont plus dans le film, puis en tout cas, on tournait des affaires. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, ben là, on avait un tableau dans notre appartement, on avait comme fait un tableau avec tout ce qu'il faudrait filmer, puis là, on était comme, on regardait où est-ce qu'on était rendu, puis on était, ouais, ben là, les ados, il faudrait commencer à en trouver parce que, je veux dire, sinon, on n'aura pas assez de temps de tourner avec eux autres. Puis la journée qu'on a dit qu'il faudrait trouver des ados, ben en se promenant, on est arrivé à côté de la piscine publique, puis ils étaient là dehors en train de fumer, ces gens-là, puis on a fait comme, garde, eux autres, on va aller leur parler. Puis c'est ça, finalement, c'est devenu des personnages. Puis même cette première rencontre-là, vous dire comment qu'on filmait tout, là, la première fois qu'on les a vus, c'est là, c'est dans le film, c'est quand ils descendent l'espèce de truc, qu'ils regardent les ballerines, ben, les filles qui font du ballet, qui regardent sauter, puis qu'eux, ils se promènent dans la ville. Ça, c'était comme ça faisait 5 minutes qu'on les avait rencontrés, on ne savait même pas qu'ils seraient dans le film. On les filmait. Fait que, c'était comme... Mais après ça, c'est devenu des... Après ça, on a dit comment, OK, ouais, ben là, il faut creuser avec eux autres. Puis, fait que finalement, on a creusé avec les gens avec qui, une fois qu'on les avait trouvés, c'est ça. Puis, là, tu as donné un exemple de quelque chose qui a fonctionné assez bien et puis assez rapidement, finalement. Ouais. Mais il y a aussi des choses qui ont moins fonctionné, comme les Premières Nations avec qui... Oui, effectivement. Ben, c'est ça, on voulait aussi... on voulait faire un portrait global de la ville et de l'Arctique aussi, puis on ne voulait pas passer sous silence les Premières Nations, parce qu'il y a vraiment des Premières Nations, un peu comme ici. Ils ont, je vous dirais, eu à peu près le même traitement que ici, à plus ou moins de choses près, dans le sens qu'ils ont été comme relégués dans des colonies lointaines, puis puis on voulait vraiment avoir un aspect autochtone dans le film, mais malheureusement, on a commencé à tourner avec des gens, puis là, les gens, puis ils nous ont emmenés dans un tipi autochtone, où est-ce qu'ils nous ont tout organisé, c'est comme ici, quand tu vas au Musée des civilisations, là, ils t'organisent, fait que c'était pas vraiment intéressant, c'était pas vraiment la vraie vie des gens. Les gens ne voulaient pas trop parler, puis après ça, on s'est rendu compte aussi qu'ils vivaient très, très loin, qu'il aurait fallu aller en hélicoptère, aller en hélicoptère dans des, je ne sais pas où, pour trouver des vrais autochtones. Mais fait, ça, c'est un aspect qui nous a... C'est probablement l'aspect le plus crève-cœur qui a été de ne pas pouvoir mettre ça dans le film, parce que c'était quand même un aspect important pour nous la question autochtone, mais bon, on peut pas... il n'y avait pas assez de choses, puis il aurait fallu retourner encore. Il aurait fallu qu'on aille à Dudinka, par exemple, parce que c'est là qu'ils sont les Autochtones, près du port et tout ça. Il aurait fallu qu'on aille là comme 3 semaines, 1 mois, juste à faire ça, t'sais.
Parce que... Je rebondis aussi sur la question de la mise en scène. Peut-être il y a la dernière scène qui a un statut, enfin c'est pas tout à fait la dernière scène, mais disons la scène du karaoké. Qui a Oui, un le statut. karaoké, oui, ça, c'est ça, c'était comme présent dès le départ aussi dans l'imaginaire de François, le réalisateur. Il voulait dès le départ faire une scène de karaoké. Puis pendant 1 mois et demi, là, on a comme gossé tout le monde à Norilsk pour faire un karaoké. Dites-nous-les si vous allez faire un karaoké où? À toutes les semaines, on essayait d'organiser un karaoké. Finalement, personne ne voulait aller au karaoké. Ça existait. Pas que ça n'existait pas, mais juste, c'était pas comme leur activité. Ce qui fait qu'à la fin, on les a comme réunis dans la veille qu'on partait, nous autres, dans une espèce de bar. Nous, on les a réunis pour leur dire bye. Dans le sens, on s'en allait, puis on les a réunis dans un bar karaoké, puis on a filmé ça. Comme c'était notre party de départ, puis on l'a déguisé en séquence. C'est ça, mais c'était pas. Mais c'est ça. Fait que c'est ça les parties un peu plus mises en scène, dirigées, si on veut. Puis oui, les personnages, leur trajectoire était quand même imaginée, mais on ne savait pas si ça allait donner ça. T'sais. Mais finalement, ça a fini par donner pas mal. Ce qui est l'idée du départ. T'sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour revenir, vous disiez qu'au niveau des mines, vous avez eu le permis de filmer dans les mines, mais est-ce que vous avez quand même une grande liberté ou est-ce qu'ils contrôlaient quand même pas mal? Est-ce que vous aviez le droit de filmer ou non à l'intérieur des mines? Ils nous ont pas contrôlés dans le sens que là, on a passé je pense, on a passé la journée là. Ils nous ont invités pour une journée. Ils nous ont même envoyé genre un transport genre de luxe venir nous chercher à Notre-Dame. C'était vraiment une visite guidée de luxe. Là. Ils sont venus nous chercher, ils nous ont offert du café, ils nous ont offert le lunch. Ils nous ont fait rencontrer le directeur de la mine qu'on a filmé aussi, mais qui n'est pas dans le film. Fait qu'on a comme filmé les responsables de la mine. Puis après ça, on est allé on a été dans la mine pendant à peu près 4 heures de temps, qui nous ont amenés en bas et qui nous ont fait visiter toutes les installations et la machinerie et tout ça. Puis il n'y avait pas de restrictions, mais c'était vraiment, on était comme avec l'ingénieur en chef. C'est eux qui nous amenaient là où ils voulaient. Puis fait que ils nous montraient juste ce qu'ils voulaient nous montrer. Ils nous ont montré la mine. Là, je veux dire, c'est comme, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà descendus dans une mine, mais une mine, c'est un trou vraiment noir. Il y a comme, on s'imagine ça comme dans les films, hein, comme qu'il y a toutes des voûtes, puis des lumières, puis que mais c'est juste des tunnels dans lesquels il n'y a pas d'éclairage. Tout le monde a des lampes frontales. Tu ne sais pas t'es où, t'es perdu. Moi, c'est comme une des fois dans ma vie que j'ai pensé que j'ai comme perdu un peu mon intégrité, mon indépendance, parce que tu arrives là, puis ils te disent, il faut que tu enlèves tous tes vêtements, tu enlèves tes bobettes, tes bas, ils te fournissent toute une combinaison, eux autres. Tu mets tout ce que tu as dans un casier, tu es habillé genre en combinaison Norilsk nickel, tu t'en vas dans un ascenseur 1,8 km en dessous de la terre, puis je veux dire, c'est juste le dude qui est là, le gars qui est là, c'est lui, là, c'est lui qui tient ta vie entre tes mains parce que il fait noir, tu sais pas t'es où, tu n'as aucune idée, c'est assez impressionnant comme expérience, mais ils ne nous ont pas empêché de rien filmer là, c'était comme une visite. D'ailleurs, après ça, on a vu, là, maintenant, ils font des visites, c'est ça. Cette mine-là existe filmée, ces machineries-là existent filmées ailleurs aussi, je veux dire, puis le chaudron lave aussi, là, qu'on voit un moment donné, là, dans la fonderie. Ça aussi, c'est comme, si vous allez sur Internet, vous tapez Norilsk vidéo, c'est comme ces vidéos-là reviennent tout le temps parce que c'est les places qui sont comme, c'est des places qu'on monte, c'est un peu des cartes postales de Norilsk, de la mine. Là. Ce qui est très bien réussi, je trouve, dans le film, c'est aussi la présence de la mine, en fait, aux abords de la ville. Ça veut dire qu'on la voit très souvent en arrière-plan ou filmée aussi comme
comme une sorte de paysage humain, là, de description de la mine dans le territoire. Ça, peut-être, tu peux nous dire quelques mots sur la manière aussi où vous avez réussi à filmer ces plans. Je pense que tu m'avais parlé d'immeubles dans lesquels vous aviez réussi à montrer. Oui, on a été beaucoup sur des toits. C'est ça, en fait, c'est qu'on allait souvent sur des toits, puis c'est nos contacts, là, les gens avec le club photo, tout ça. Il y avait des intrépides là-dedans là, qui avaient squatté sur tous les toits là, de la ville. Fait que là, on leur disait, on veut ce point de vue-là, on aimerait ça voir ça. Fait que là, ils nous amenaient sur des toits. Fait qu'on a filmé beaucoup c'est ça, les plans de loin qu'on voit les usines puis les blocs abandonnés. C'est ça, on squattait sur des toits. Mais ça, vous avez pu le faire sans autorisation? Oui, c'est ça, sans aucune autorisation ni rien. C'est pas... mais c'est ça, tu sais, on n'a pas... non, c'est ça, on s'est pas... mais tu sais, on s'est pas fait tant que ça à Chalet, tu sais, je veux dire, c'est étonnant. Je pense que, tu sais, puis comme je te l'avais dit, c'est la Russie, je pense que là, ils essayent quand même de s'ouvrir un peu vers l'Occident. Tu sais, c'est comme... nous, on a senti ça quand même. Oui, ça reste une ville fermée, oui, ça reste la Russie, mais tu sais, ils ont comme un peu pas le choix. Tu sais, avec la... Tu sais, je veux pas, l'information, on peut pas tant que ça la retenir. Fait que je pense qu'ils se sont rendus compte, eux autres aussi, que tu sais, c'était pas si grave que ça de laisser filmer tu sais, Norilsk, par exemple. Mais oui, pour revenir sur l'histoire de la ville-usine, ben, c'est parce que c'est vraiment une ville-usine. Il y a des cheminées vraiment partout. Il y a tu sais, tout ce que vous voyez, les nuages noirs, tout ça, c'est vraiment comme ça. C'est un endroit, c'est un endroit affreux. Peut-être c'est ça, tu peux expliquer ça, parce que c'est aussi cette idée de leur attachement à la neige qui est difficile peut-être à percevoir pour quelqu'un qui n'y est pas allé, mais c'est aussi lié à l'environnement. Oui, ça? Exactement, parce que la pollution, Norilsk, quand on est allé, je pense que c'était la 6e ville la plus polluée de la planète, pour une ville de 100 000 habitants, une ville plus polluée que Pékin, alors qu'il y a juste 100 000 habitants. Je veux dire, c'est énorme. Puis les gens, c'est ça, l'hiver, veut pas, comme il fait froid, toutes les émanations, toute la pollution s'en va assez en haut, puis est transporté par des courants en hauteur, alors que l'été, il y a un été de 2 mois où est-ce que le soleil ne se couche pas. Fait que, tout d'un coup, la température renverse, il fait 30 degrés, toute la neige fond. C'est dégueulasse parce que c'est une poubelle géante. Ça aussi, je veux dire, ça, on n'en a pas parlé, mais quand tu es dans l'Arctique, il y a une ville ici, je veux dire, autour, il y a 1500 km de toundra. Je veux dire, les poubelles, là, je veux dire, il y a des dépotoirs partout. Je veux dire, tu t'en vas là, tu crées tes vidanges-là, je veux dire, c'est pas... je veux dire, c'est fait que des vidanges, il y en a partout, des métaux lourds, toutes sortes d'affaires, puis c'est pas des trucs qui sont gérés comme ici, c'est pas ramassé, on laisse des vidanges là parce qu'on est dans l'Arctique, puis on s'en fout, ce qui fait que l'été... c'est ça, l'été, il fait chaud, toutes les émanations descendent, ce qui fait que beaucoup de monde partent en vacances durant l'été, étonnamment, puis ils veulent pas rester là, ils veulent être là quand il fait froid, c'est ça, parce que, bon, il y a moins de pollution, si on veut. Peut-être ça, oui, juste, tu peux dire un mot donc, sur le fait que vous avez tourné février-mars, les 2 fois à peu près, hein? Oui, à peu près, ouais. Et donc, ces plans-là qui sont plus en été, ils ont été filmés par quelqu'un qui était... Oui, c'est ça, exactement. C'est que, on s'est fait, c'est ça, des amis là-bas, puis à la fin, c'était une question de budget et d'organisation et de permission, tout ça, puis on voulait juste avoir la ville l'été de nuit, là, comme en plein jour. Fait qu'on a demandé à un de nos amis qui est devenu ami là-bas de tourner ces images-là. On n'est pas retourné juste pour faire ces images-là. Donc, lui, il les a faites puis il nous les a envoyées. C'est ça. Parce que nous, on est vraiment allés en hiver parce justement, on voulait y aller en hiver. On voulait faire un film sur le Nord. On trouvait que ça n'avait pas... Ça aussi, il y a eu du monde qui sont allés à Norilsk en plein été, je veux dire, mais... C'est comme, dommage, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vraiment ça. Ça nous intéressait pas vraiment d'aller là en plein été. Au début, on voulait y aller vraiment en janvier quand il fait noir tout le long, mais à cause des permissions, des hôtels et tout ça, finalement, ça a été décalé. Mais au début, on était fous de même. Là. On s'est dit, on va y aller au mois de janvier. Le soleil se lève juste pas.
tout le monde est déprimé, c'est ça qu'on veut filmer. Mais finalement, ça a marché en février aussi. Donc, on voit qu'il y a quelques plans qui sont tournés à Saint-Pétersbourg, donc, notamment vers la fin. Peut-être tu peux dire quelques mots sur le fait qu'il y a aussi un entretien qui a été tourné à Moscou. Hein. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'ouverture du film qui est Lev Neto, le survivant du goulag. Lui, il habitait à Moscou parce qu'il est décédé depuis. Fait que lui, on l'a interviewé à Moscou. Puis sinon, oui, François est allé à Saint-Pétersbourg, mais je pense juste 5 jours pour faire les filles qui se promènent, puis la dernière séquence sur le balcon. C'est tout. Mais sinon, le reste, ça a tout été fait au cœur de l'hiver à Norilsk. Oui? J'ai une petite question. C'est peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait que c'est une ville fermée? Est-ce que c'est pour des raisons historiques, le souvenir du goulag dont on ne veut pas parler? Est-ce que c'est pour des raisons d'environnement puis de technologie? Est-ce que vraiment les gens qui habitent là peuvent aller et venir sans problème? C'est juste les étrangers qui n'ont pas accès? Pourquoi est-ce que c'est une ville fermée et est-ce que ça va toujours rester comme ça? C'est une bonne question. Les gens qui habitent là, les Russes, ils ont le droit d'y aller. Il n'y a pas de restriction pour les Russes, c'est juste pour les étrangers. Fait que les Russes, ils ont le droit de se promener librement. Oui, je veux dire, j'imagine qu'il y a un côté historique et il y a un côté image, environnement, tout ça. Mais je pense que historiquement, la bureaucratie a été faite comme ça. Parce que même nous, les permissions, c'était ridicule la bureaucratie qu'il y avait là-dedans. Puis c'était comme des questions qu'on avait. Puis c'était compliqué pour rien. Mais puis tout le long, on ne savait pas si on allait réussir à y aller, mais on sentait quand même qu'il y avait une ouverture vers laisser rentrer les étrangers. Fait que je ne pense pas que ça va toujours rester une ville fermée aux étrangers. Je pense qu'il y a une ouverture. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est justement pour ne pas cacher? Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on ne peut rien cacher, que cacher, c'est pire. Fait qu'ils essaient peut-être plus d'inviter les gens et de les contrôler un peu comme ils ont fait avec nous. Fait que je pense pas que ça va toujours rester fermé. Encore là, je pense pas que ça va jamais devenir une ville touristique. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'hôtel. Il y a un hôtel, puis c'est comme pour les officiels. Nous, on a été obligés de se louer un appartement dans les buildings que vous avez vus parce que c'est juste ça qu'il y a. Donc, c'est sûr que c'est pas organisé pour aller faire du tourisme. Puis il n'y a personne qui veut aller là. Et maintenant, encore, il faudrait dire qu'il y a du tourisme noir, donc dans les lieux, tu sais, de catastrophes. C'est vrai que ça pourrait aussi mais aller c'est fascinant. Moi, c'est comme je veux dire, jamais j'aurais été là si on n'avait pas eu ce projet de film-là. Puis je veux dire, aujourd'hui, je me compte chanceux quand même d'avoir été là où est-ce que la majorité des gens n'iront pas parce qu'il y a vraiment, pas qu'il n'y a rien à voir, mais oui, il y a le tourisme noir, oui, il y a des... Oui, ça intéresse certaines personnes, mais je veux dire, en gros, on est quand même dans un climat hostile d'Arctique, mais il y a plein de choses fascinantes. Le déneigement est 10 fois meilleur qu'ici. Je veux dire, il n'y a pas d'affaire de les écoles sont fermées, puis la mine, elle ne ferme pas. Là, je veux dire, fait que c'est comme s'il tombe 1 mètre de neige, ça va être déneigé immédiatement. Les services sont vraiment très, très évolués, beaucoup plus qu'ici. C'est une ville arctique qui fonctionne, somme toute, très bien. Mais c'est ça, je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour répondre à la question, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a plusieurs villes qui sont de ce type-là en Russie. Hein, c'est ça. Oui, c'est pas la seule. Norilsk, c'est pas la seule. Il y a quelques villes, là, je ne veux pas me tromper en les nommant, mais il y a... Il y en a une dizaine, c'est ça. Notamment une autour du nucléaire. Oui, exactement. C'est Mourmansk, je pense. En tout cas, il y a plusieurs villes qui sont fermées. Puis il y a des exploitations aussi gazières et pétrolières, encore plus au nord de la Sibérie, qui je pense même pas qu'on le sait que ça existe. C'est des... c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens sont shippés là par hélicoptère. C'est comme... c'est des... Fait que ça, là-dedans, il doit y avoir des affaires un petit peu plus secrètes, si on veut. Mais oui, c'est ça. Norilsk fait partie plus de cette dizaine de cités-là fermées. Mais comme je vous dis,
d'après moi, ça ne restera pas toujours, tu sais. Est-ce que tout ça fonctionne au charbon, l'électricité produite au charbon, les fours alimentés au charbon, puis ça augmente encore plus la pollution? Qu'est-ce que c'est la source d'énergie là-bas? Je pense que oui, Oui, mais je pourrais pas. Il y a un chauffage central qui chauffe toute la ville. Ouais. Oui, oui, sûrement que c'est du charbon. Je sais, mais je pourrais pas répondre précisément c'est quoi la source d'énergie, mais oui, c'est une place vraiment de grande pollution. Tu sais, c'est rare qu'on voit, tu sais, c'est rare qu'on vit dans des... tu sais, il y a vraiment, tu sais, les cheminées sont omniprésentes. Il y a des journées, ça dépend des vents, comment ils sont. Il y a des journées que ça pue vraiment, ça sent le souffle, tu sais, c'est... Fait tu sais, c'est pas un endroit où il fait bon vivre, tu sais. Mais c'est un endroit où des gens vivent, tu sais. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a il y a encore aujourd'hui plus de 100 000 personnes qui vivent là, comme normalement. Tu sais, c'est ça. C'est vrai que c'était dans la question, il y avait aussi la question du rapport à l'histoire, qui est une piste qu'on n'a pas trop suivie là, parce qu'on était plus sur des questions de réalisation. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une forme de déni de l'histoire en Russie à l'heure actuelle. Ben oui, mais le goulag, tu sais, juste le goulag en Norilsk, c'est quelque chose qui officiellement pas vraiment existé comme selon eux, ça n'a pas vraiment existé. Nous, on a rencontré les historiens de la ville de Norilsk. Je ne sais pas, sont-ils dans le film? Non, ils ne sont plus dans le film, c'est ça. Il y a plein de choses. En tout cas, il y a des historiens, on a rencontré les historiens officiels de la ville de Norilsk qui ont écrit un livre de 400 pages sur l'histoire de Norilsk. Et sur ces 400 pages-là, il y a 2 pages sur le goulag, alors que ça a duré pendant, je pense, 27 ans. Tu sais, c'est comme... La ville a 50 ans, le goulag a duré 27 ans, mais il y a 2 pages sur le goulag. Puis encore, on s'obstine encore à dire que c'était pas des prisonniers politiques, que c'était des jeunes volontaires, des volontaires communistes, du monde qui voulait travailler pour leur pays, du monde qui voulait développer, du monde qui était enrôlé pour leur pays, je veux dire. Fait que c'est le goulag, c'est quelque chose qui est très difficile à leur faire avouer que ça a vraiment existé. Fait que oui, il y a un déni. Et c'est vrai qu'on entend cette voix-là des oubliés de l'histoire, puis donc de cette histoire qui est finalement pas écrite, qui est quand même entendue dans ce documentaire. Ça, c'est une vraie réussite. Ben merci. Nous, on voulait vraiment faire quelque chose. C'est pour ça qu'on est allé aux vraies personnes qui sont là sur le... On est allé chercher des vrais gens. On n'est pas allé chercher des experts parce qu'on voulait savoir comment les gens vivent là. C'est quoi la vraie vie là-bas? C'était, plutôt que d'avoir l'histoire officielle. Puis, comme je vous dis, c'est ça, ben, c'est pas que ça nous intéressait pas, mais c'est juste que... Puis c'est ça, je sais, les historiens ils ont été dans le film à un moment donné, mais c'est ça, c'est à un moment donné, tu coupes des affaires parce que c'est trop compliqué. C'était trop compliqué d'expliquer que finalement, ils mentaient tout le long, mais c'est ça, tu sais, c'est... Donc c'est plus les militants à qui vous avez donné la parole. Oui, exactement. Ben, tu sais, les militants ou les gens comme le mineur, je pense pas qu'il est pas... Non. Il est juste, c'est un mineur, puis il fait sa vie. Il y avait quand même aussi un désir de faire un film sur, justement, le prolétariat, le vrai prolétariat. C'est ça, c'est des gens qui ne se posent pas de questions, qui vivent dans une vie, dans une ville arctique, qui vont travailler 2 kilomètres en dessous de la terre, qui rentrent chez eux, il fait noir. C'est comme, c'est du monde, c'est ça leur destin, c'est ça leur vie, puis... La séquence avec les jeunes qui font la fête aussi, assez forte de ce point de vue-là, dans le sens où elle n'est pas politique ouvertement, et en même temps, vous avez vraiment réussi à être à l'intérieur de cette soirée et être accepté à donner accès à quelque chose qui est quand même assez rare aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est ça, ils nous ont invités. Ils nous ont invités à cette fête-là à laquelle on ne savait pas trop si ça allait marcher ou pas. C'était comme... Ils étaient tous un peu sous avant même qu'on arrive, ce qui fait que le tournage a été limité, mais c'est bon, ça montre quand même bien... C'est ça, leur vie un peu. Les adolescents sont les mêmes partout, hein, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on voulait dire. Eux autres, ils ne savent pas qu'ils vivent dans ils savent qu'ils vivent dans une vie polluée. Ils n'ont pas du tout le même rapport avec la pollution que nous autres. Surtout maintenant, Maintenant, nous, on est vraiment comme très, très conscientisés à ça. Les gens là-bas, c'est sûr qu'ils ont comme un décalage avec la pollution. C'est sûr parce qu'ils vivent dedans.
sais, ça fait partie de leur quotidien. Ils savent qu'ils sont dedans, mais ils ne peuvent pas en sortir. Quand même qu'ils veulent en sortir, ils ne peuvent pas, tu sais. Oui, et puis là, c'est aussi capter quelque chose avant que ça, potentiellement, ça disparaisse. C'est-à-dire que c'est aussi des jeunes dont les parents, peut-être les grands-parents étaient déjà là, et donc ça fait comme une troisième génération. Exactement, c'est ça. Alors que maintenant, c'est là-dessus que finit le film aussi, il ne va plus forcément y avoir de non, jeunes. C'est ça, de gens, ben c'est ça, c'est comme ça va. C'est ça aussi c'est ça, ça s'en va. Encore une fois, c'est la mondialisation, c'est des façons communes de faire, un peu comme au Canada. Ici, c'est ça qu'on fait dans nos villes nordiques. On envoie les gens à fly-in, fly-out. On les envoie 3 semaines travailler. Ils reviennent ici, sont avec leur famille. Fait que quand le rapport avec le Nord, c'est juste un rapport de travail, de temporaire, alors que les gens qui vivent à Norilsk, c'est vraiment des gens qui, c'est ça leur maison. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de là. Ce qui fait que... Puis le fait que cette ville-là, je pense dans les années 70, au top, c'était comme autour de 250 000 habitants. C'est quand même beau. C'est une petite ville, c'est l'équivalent de, mettons, Sherbrooke. C'est quand même beaucoup pour un trou perdu dans l'Arctique. C'est vraiment... Puis c'est ça qui était un peu bizarre. Tu arrives là la première fois, tu as l'impression dans la rue principale avec tout ça, les lumières, tout ça, les gens qui marchent, qui vont au théâtre, tu as l'impression d'être à Manhattan. Puis finalement, tu es vraiment dans le nord. Tu es comme au milieu de nulle part de la toundra, il n'y a pas c'est ça, c'est comme spécial que les gens, qu'on ait construit une ville comme ça, aussi grosse et fonctionnelle là-bas, c'est... Oui, c'est peut-être une manière de revenir sur la question qui avait été posée, sur le rapport entre la ville qui a été construite pendant un système communiste, puis qui en fait se régénère ou se transforme à l'ère du néolibéralisme. Oui. Puis ce que tu disais aussi sur le fait que dans la ville, y compris maintenant, il y a comme un gros mall à un certain endroit. Oui, il y a un mall un peu comme le centre Rockland ici, là, où n'importe... Oui, c'est ça, il y a comme un... Oui, ils ont réussi... ils se sont construits ça, qui est un peu comme c'est ça, le capitalisme d'aujourd'hui. Mais sinon, ils vivent quand même beaucoup aussi dans ils vivent encore beaucoup dans leur communisme. Ça, c'est quoi je t'avais dit sur le... Attends, je me rappelle plus. Forme de nostalgie. Ben non, mais dans le fond, c'est que ils vivent dans la ville, c'est l'usine. La compagnie Norilsk Nickel contrôle la ville. Fait qu'ils vivent quand même dans une certaine... dans une certaine dictature, veut pas, même si on est à l'ère du néolibéralisme, mais c'est comme eux, c'est la... Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre l'ère du communisme où la compagnie appartenait au gouvernement, puis aujourd'hui que la compagnie appartient à 2-3 oligarques, mais eux, dans leur, dans le système, dans la façon que c'est fait, j'ai comme l'impression que c'est resté beaucoup... Ce qu'on voit avec la persistance de la statue de la Lénine. Statue de Lénine, les shows qu'ils font, les espèces de... Le show, c'est comme... C'est des gros spectacles, là, c'est comme qu'ils font, mais c'est tous des employés, c'est des programmes comment tu appelles ça, là, des programmes de fidélisation des employés. C'est pas du parascolaire, là, mais du paratravail. Là. C'est comme tous les mercredis soirs de 5 à 7, c'est la chorale. Après ça, les enfants, on les amène au coloriage, tout ça. Il y a toutes ces activités-là. Ça fait toute partie de la job. Tout est contrôlé par la compagnie. C'est ça. Excellent. Et puis, voilà, remerciez-vous d'être venu participer merci à l'OCQ. Merci.